la démocratie est un luxe pour les Africains, comme le disait Jacques Chirac. Quelle est donc la meilleure proposition à faire pour que l'Afrique puisse tirer son épingle du jeu? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Nous recevons sur ce plateau le docteur Dominique Yamtimba. Avec lui, nous abordons la crise politico-militaire et diplomatique en Afrique de l'Ouest. Puis après, nous reviendrons un tout petit peu en Afrique centrale pour parler de ces différents problèmes qui émaillent cette Afrique depuis au moins ces 2 mois déjà. Bonsoir, docteur. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Oui, je vous en prie. Nous espérons passer de très beaux moments sur ce plateau. Moi aussi. Alors, et vous à la maison qui nous regardez en ce moment, si vous allez d'un moment à l'autre quitter votre téléviseur, la seule et unique chose que vous devriez faire actuellement, c'est de pouvoir télécharger l'application mobile Afrique Inform TV pour nous suivre instantanément. Et vous autres pouvez également partir sur la page Facebook Afrique Inform TV et laisser également vos différentes interventions relatives à la thématique qui est sur la table. Alors, docteur, nous avons désormais, dans le cadre de cette émission de 7 minutes pour convaincre, une rubrique baptisée cette question magique. Ici, il s'agit pour l'invité de répondre à toutes les questions qui sont posées par oui ou par non. Et l'invité a droit à un joker, c'est-à-dire il peut choisir de dire je passe, je ne réponds pas à cette question. Alors, si vous êtes d'accord, on va lancer très rapidement. Je ne sais pas si j'ai le choix, mais allons-y quand même. Elles seront peut-être abordables. Espérons-le. Ok, nous allons commencer par la première question. Le panafricanisme est un état d'esprit? Oui ou non? Mieux que ça, disons oui. Disons oui. Un coup d'État, même s'il est bénéfique plus tard, est à condamner du point de vue constitutionnel. Oui ou non? La vie est plus nuancée que ça, mais... Oui ou non? Vous pouvez répéter votre question? Je reprends. Un coup d'État, même s'il est bénéfique plus tard, il est à condamner du point de vue constitutionnel. Oui ou non? Non. Il est inexplicable qu'un président au pouvoir à plus de 80 ans puisse encore mieux conduire les affaires courantes de l'État sans manquement. Oui ou non? Il est quoi? Il est inconcevable ou encore inexplicable qu'un président au pouvoir à plus de 80 ans puisse encore mieux conduire les affaires courantes de l'État sans manquement. Ce n'est pas inconcevable, c'est non. Non. Oui. Les meilleurs coups d'État ont ceci de particulier qu'ils se font sans effusion de sang. Oui ou non? Je ne sais pas si on les classe, mais bon, disons, si on... Oui ou non? Je vous réponds. Laissez-moi réfléchir. Sans explication. Ah non, mais j'ai réfléchi. Bah, écoutez, si on reste dans le... Oui ou non, laissez-moi réfléchir. Si on reste quand même dans... C'est le registre de l'absurde, bon, disons non. Oui ou non? Non. On ne veut pas d'explication. Disons non. Non. On continue. Seriez-vous de ceux qui estiment que la Russie est le rédempteur de l'Afrique face à la France? Non. En réalité, le problème n'est pas la longévité au pouvoir en Afrique, mais la gestion du pouvoir conquis avec le concours du peuple. Oui ou non? Oui. 7e et dernière question. Seriez-vous prêt à vous lancer dans une révolution pour renverser un pouvoir établi qui s'inscrit en marge des aspirations du peuple auquel vous appartenez? Oui. Pardon? Oui. Ok, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous entrons de plein fouet dans cette émission de 7 minutes pour convaincre. Et nous sommes le 4 octobre 2022 de l'an de grâce. Vous êtes disséminés à travers l'Afrique et précisément au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, ces pays qui sont principalement concernés par cette émission que nous lançons aujourd'hui et précisément ce soir. Nous allons vous poser cette question, docteur Yamtimba. Comment se porte l'Afrique selon vous actuellement? L'Afrique se porte mal depuis 5 siècles. Elle se porte très mal. Et je crois qu'elle se porte mieux depuis quelques années. Parce que depuis quelques années, après une période, une embellie pendant les années 40, 50 et début des années, peut-être jusqu'aux années 60, aujourd'hui, de nouveau, l'Afrique se lève pour conquérir sa liberté, sa souveraineté, sa dignité et réclamer son droit à la richesse, selon le mot du président Touadéra. Donc, elle se porte beaucoup mieux depuis quelques années. Vous êtes un pro, Touadéra? Je suis quelqu'un qui pense que les Africains ont droit à la richesse et je suis quelqu'un qui pense qu'il est important de soutenir tous ceux qui pensent comme ça. Ok, justement. Puisque nous parlons des coups d'État,
Nous allons dire que le 30 septembre dernier, la terre des hommes intègres, l'ancienne Haute-Volta, a connu un autre coup d'État, le 8e d'ailleurs en 64 ans. Alors, comment comprendre cela selon vous? Un coup d'État, un énième coup d'État en moins d'un an dans un pays? Non, c'est les Européens qui réfléchissent et qui s'expriment comme ça. Nous, en Afrique, on ne pense pas comme ça. Les gens sont venus, ils ont déstructuré complètement nos sociétés, nos États qui existaient. Ils ont tenté et continuent de tenter de détruire l'ADN de nos civilisations. Ils font tout pour que l'Afrique reste une terre sans issue, sans espoir, une terre de désespoir total pour les Africains. Et nous les entendons dire d'ailleurs que l'Afrique est leur avenir, pour certains, et que sans l'Afrique, le Sahel, etc., ils n'auront pas d'avenir. Et on sait que François Mitterrand, dans un livre qu'il a publié, je crois, dans les années 50, le disait déjà. Il disait, sans l'Afrique et les minéraux de l'Afrique, l'Europe, la France, il parlait de la France n'aura pas d'avenir, n'aura pas d'existence au XXIe siècle. Donc, en fait, ce qui se passe là au Burkina Faso, ce n'est pas... Il ne faut pas reprendre la rhétorique des Occidentaux qui ont conçu et implémenté un système qui nous avilit. Il faut le concevoir comme étant des tentatives confuses de retrouver... Laissez-moi finir. Parlez pas comme un occidental. Laissez-moi finir, vous comprendrez où je vais. C'est une manière confuse depuis 60 ans d'essayer de retrouver l'initiative historique des peuples de cette zone-là. Et le chaos qui a été installé par les Européens, la déstructuration qui a été installée par la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme, sont tels que les gens recherchent confusément comment y arriver. Et parmi ces coups d'État, vous avez des coups d'État révolutionnaires qui allaient dans le sens de restaurer la dignité des peuples de ce pays-là, de leur redonner la possibilité de reconstruire leur histoire. Mais vous avez aussi des coups d'État qui ont été une contre-réaction, qui étaient contre-révolutionnaires et qui allaient dans le sens du maintien du statu quo néocolonial et colonial. Et un jour, peut-être les historiens feront le travail qu'il faut pour nous classifier ces différents coups d'État. Mais de manière générale, nous ne devons pas reprendre la rhétorique occidentale ou les narratifs occidentaux. Nous devons nous demander pourquoi il y a des coups d'État. Et fondamentalement, il y a des coups d'État parce que les gens recherchent comment ils peuvent se raccorder au développement des forces productives qui étaient les leurs avant l'arrivée des Occidentaux. Et le chaos ambiant fait que ça s'exprime de manière chaotique, de manière violente parfois, de manière tout à fait incontrôlable. Mais c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, ce n'est pas que les gens vous fassent un inventaire de coups d'État ou donnent le sentiment que tout le monde est devenu fou en Afrique. D'accord, vous parlez de la restitution de la dignité... La restauration. Restauration de la dignité de l'Africain. Alors je vais dire ici que le 24 janvier dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et le 30 septembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré a lui aussi renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, en 8 mois seulement, quelle est l'analyse qu'on peut en faire? Je vous ai dit que nous, les Africains, nous ne devons pas être là à faire l'inventaire des coups d'État. Ce n'est pas ça qui est important, ou un répertoire d'auteurs de coups d'État. Laissez les Occidentaux faire ça, c'est leur rhétorique, c'est leur façon de voir le monde. Notre façon, et c'est leur situation actuelle. La situation actuelle de l'Afrique, ce n'est pas de dire, mais Sandaogo Damiba a renversé Marc-Christian Kaboré, et puis il a été renversé par Traoré, non. C'est de dire, il y a une ébullition populaire au Burkina Faso. Cette ébullition populaire vise à redonner aux Burkinabés la capacité de satisfaire leurs besoins. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, une société est créée pour satisfaire 5 besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, se vêtir, s'éduquer et se soigner. Alors, est-ce que les Burkinabés arrivent à satisfaire ça? Non. Et ils cherchent donc confusément la meilleure façon d'organiser ou d'avoir la main sur leur pays pour pouvoir l'organiser dans le but de satisfaire ces besoins-là. Or, ils n'y arrivent pas. Et donc, il va y avoir, c'est un peu comme
ce qu'on appelle quand il y a un tremblement de terre, Oui. il y a un certain nombre de petites secousses par la suite. C'est tout simplement ce à quoi nous assistons. Est-ce qu'on ne peut ne pas accompagner celui qui a été porté au pouvoir de répondre clairement aux aspirations du peuple plutôt que de perpétrer des coups d'État chaque année, chaque décennie? Je vous dis encore, ça c'est le narratif occidental. Et d'ailleurs, j'arrive à quelque chose. Oui. Vous avez le choix des questions, j'ai le choix des réponses. Oui, allez-y. C'est le narratif occidental de dire oui, mais on aurait pu quoi? Vous avez quelqu'un qui arrive au pouvoir et la première chose, il dit j'arrive au pouvoir parce que j'aimerais améliorer la situation sécuritaire. Parce que mon prédécesseur n'arrivait pas à le faire. Oui. Et la première chose que vous faites à peine arriver au pouvoir, c'est d'appeler ceux qui étaient là avant, dont au moins un qui a passé 27 ans au pouvoir et à l'origine est l'un des acteurs majeurs de l'insécurité dans laquelle vit votre pays. Vous les appelez pour leur demander quoi? Je parle pas, par exemple, de quelqu'un, tout le monde sait que c'est Blaise Compaoré qui a passé 27 ans au pouvoir. Oui. Donc, et en même temps, quand vous vous retrouvez dans les problèmes, vous allez vous réfugier chez ceux qui ont colonisé votre pays. Le message est largement clair. Mais je vous dis encore, le rôle des Africains n'est ni de condamner les Damiba et tous les autres, ce n'est pas ça. Si nous faisons ça, nous rentrons dans la rhétorique et dans le narratif et dans la stratégie occidentale qui est de nous opposer les uns aux autres. Nous devons nous dire, dans la confusion dans laquelle nous, les Africains, nous recherchons à restaurer notre initiative historique, il y a des Damiba qui vont arriver. C'est simplement des moments d'essai et erreur. D'essai, on essaie, ça marche pas, d'autres choses passent. C'est ça la logique de l'histoire. Mais on ne peut quand même pas passer tout le temps à faire des essais. Ben, je ne sais pas ce que vous appelez tout le temps, mais je vous rappelle quand même que le Burkina Faso n'est indépendant de manière, si vous voulez, épisodique, d'une manière qui ne dit même pas que ce pays... Indépendance factiste. Indépendance factice, c'est gentil, mais c'est de dire que le Burkina Faso n'est pas vraiment indépendant, mais il est livré à lui, en quelque sorte, tenu en laisse depuis 60 ans seulement par la France. Mais vous oubliez que les peuples qui sont là ont une histoire millénaire. Oui. Donc, si vous prenez 60 ans, vous les ramenez à des milliers d'années, 60 ans, ce n'est même pas le temps d'essayer quoi que ce soit de manière convaincante et concrète. Donc, tout cela, c'est juste des essais et des erreurs qui vont être rattrapés et corrigés par l'histoire. C'est la logique de l'histoire. Il n'y a pas à condamner de manière définitive les Damiba, il n'y a pas à dire que les Blaise Compaoré, c'est eux on va couper les têtes des gens. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a des gens qui sont des suppôts de l'impérialisme, parce qu'ils sont restés là longtemps, auraient pu faire quelque chose, on a eu le temps, comme les Compaoré, mais les Damiba qui arrivent, qui en fait représentent une possibilité de changer quelque chose, mais n'y arrivent pas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec Ibrahim Traoré, c'est qu'il essaye. Et il se dit, il peut y arriver, peut-être qu'il y arrivera. Mais cela ne pourra s'arranger que lorsque nous tous, nous mettons derrière tous ces gens-là. Et je pense que Damiba, il a obtenu le soutien de l'armée. Malheureusement, il s'est fourvoyé dans un embourgeoisement trop rapide avec tout son entourage. Et c'est ça qui l'a conduit. Et puis ses accointances l'ont conduit malheureusement à prendre de mauvaises décisions. Alors, je vais reposer la question d'une autre manière. Ben, allez-y, tentez toujours. Même si par la suite vous direz que c'est une narrative occidentale. Tentez toujours. Si c'est le cas, je le dirai, mais si ce ne l'est pas, je ne le dirai pas. Je dis ici que ça fait 64 ans aujourd'hui et que le Mali ou encore le Burkina Faso a répertorié 8 coups d'État. Alors, si au fur et à mesure, chaque année, chaque mois ou chaque décennie, on perpètre des coups d'État, est-ce que cela ne peut pas avoir une incidence importante sur la vie du pays? Prenons l'exemple avec ces différents coups d'État qui se sont passés entre ces 8 mois. La situation sécuritaire a vraisemblablement été dégradée dans le pays. Et ils le disent. Elle n'était pas meilleure avant. Hein. Il faut comprendre une chose. Je vous dis encore, ce narratif qui cherche à faire culpabiliser les Africains dans la situation de domination, de pillage et d'étranglement économique et même curieusement conceptuel et géopolitique actuel, est inacceptable. Il faut que nous sachions qu'il y a des gens qui ont conçu le colonialisme et le néocolonialisme. Ce n'est pas nous.
C'est eux qui en sont responsables. Oui. Tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, toutes les souffrances des Africains, cela est dû au colonialisme et au néocolonialisme, à la traite négrière, à la traite arabo-musulmane, au colonialisme européen et au néocolonialisme européen. C'est eux qui sont responsables de ça. Si les Africains certains Africains n'ont pas le courage de dire la vérité aux Européens, c'est leur problème. Alors, mais il faut qu'ils sachent une chose, c'est que avant que les Européens ne viennent ici et ne violent les civilisations africaines, ne cherchent à détruire les Africains, mais il n'y avait pas les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc tout ce qui se passe vise à reconstruire cette Afrique maîtresse d'elle-même qui a existé avant. Et il va y avoir toute cette confusion, toutes ces difficultés, tous ces problèmes qui vont se présenter, un coup d'État à gauche, des dictateurs ou des comme ils appellent les Africains, des dictateurs, des régimes violents, etc. Mais quand vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que tout cela ne vise qu'une seule chose. Comment on va arriver confusément à restaurer la dignité des Africains et la reprise de l'initiative historique, c'est tout. Alors, puisque vous êtes en train de dire, vous m'arrêtez, que ces coups d'État ne sont pas totalement à récuser ou à condamner, j'aimerais vous poser cette question, celle de savoir comment qualifiez-vous la CEDEAO, l'organisme sous-régional ouest-africain, qui condamne chaque fois ces différents coups d'État qui sont perpétrés dans cette partie de l'Afrique, notamment le Mali, la Guinée-Conakry et aujourd'hui le Burkina Faso. Je vais également dire qu'aujourd'hui, une mission de la CEDEAO y était pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré pour parler de la transition qui est en cours de ce côté. D'abord, deux choses. La première, c'est la condamnation n'est pas faite dans le bon sens. Tous ceux qui disent, oui, mais il y a eu des coups d'État, il faut les condamner. Ils condamnent quoi? Comment pouvez-vous condamner les conséquences et vous ne parlez jamais des causes? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups d'État? Mais vous pensez que les gens sont devenus fous subitement? Tout le monde au Burkina Faso est devenu fou? Les gens sont là à condamner les conséquences, jamais les causes. Les causes de ces coups d'État, les vrais responsables de ces coups d'État, c'est les Européens. C'est le néocolonialisme occidental qui est la cause de ces coups d'État. S'il n'y avait pas ce néocolonialisme, il n'y aurait pas ces coups d'État. Donc, les vrais responsables, les gens qu'il faut condamner, mais ce sont les Européens, sauf que personne ne le leur dit. C'est eux qui sont responsables de ces coups d'État et de tous les morts liés à ces coups d'État. Ça, c'est la première chose. Oui. Donc, il faut condamner dans le bon sens. La deuxième, on va condamner, c'est trop facile que les Africains se mettent à dire les coups d'État, oh vraiment, les armées africaines. Non. Justement, c'est ce que l'Occident attend, c'est ça sa stratégie. Que les Africains se coupent les têtes entre eux, et comme ils se seront coupés les têtes tous entre eux, ils vont libérer le plancher, il n'y aura plus aucun Africain ici, et eux, c'est leur paradis. C'est tout. Ils viennent s'installer, puisque vous êtes là, vous passez votre temps à vous entretuer. Oui. Il faut condamner les causes des coups d'État. Les causes des coups d'État, c'est le néocolonialisme. C'est ça la cause principale. Le reste n'est qu'une opérationnalisation historique. C'est tout. Ça veut dire que la CEDEAO ne fait pas son travail. La deuxième chose, c'est l'Union africaine. La deuxième chose, c'est que la CEDEAO, oui, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un n'est même pas encore assis. Vous êtes déjà en train de lui demander ce qu'il va faire. Mais attendez au moins qu'il s'asseye. Et pendant qu'on y est, pourquoi la CEDEAO, au fait, n'est jamais allée rencontrer les autorités d'aucun de ces pays du Sahel pour leur demander, pour leur proposer une solution à l'insécurité? Pourquoi la CEDEAO ne peut pas organiser une armée qui va aller lutter contre les mercenaires qu'on arme, qu'on paye et qui s'attaquent aux populations de ces pays? Il faut peut-être des moyens. Ah, elle a quand même les moyens de payer des billets d'avion et des chambres d'hôtel, mais elle n'a pas les moyens de s'asseoir et d'élaborer une stratégie. Il faut qu'on soit sérieux, ce n'est pas vrai. En réalité, le problème de nos organisations sous-régionales, et il n'y en a pas une seule que je mets de côté, c'est que les gens n'y réfléchissent pas stratégiquement pour l'Afrique. Les gens y réfléchissent selon le narratif européen et le narratif des Nations Unies qui est un narratif occidental. Dès que vous sortez de ce narratif-là, et que vous commencez à réfléchir pour l'Afrique, dans le sens des intérêts de l'Afrique et au bénéfice de l'Afrique, vous vous rendez tout de suite compte que ces organisations sont très légères. Toutes, il n'y en a pas une seule que j'exclus. Toutes les organisations sous-régionales africaines et même l'organisation continentale, l'Union africaine. Observez, creusez un peu. La CEDEAO aurait dû, depuis qu'on parle de cette insécurité,
Oui. La CEDEAO n'a même pas eu le courage de condamner ce qui s'est passé en Libye. Or, les armes qui affluent dans le Sahel, une grande partie viennent des arsenaux de Kadhafi, qu'on a tués, et de son pays qu'on a détruit. La CEDEAO en a parlé un jour, elle n'en parle pas. La CEDEAO s'est-elle préoccupée un jour que les petits Burkinabés n'ont pas mangé, qui n'ont pas pu se soigner, que des femmes meurent en couche au Burkina Faso parce qu'ils veulent nous donner des enfants, que le Burkina Faso n'a pas de route, que l'or du Burkina Faso est exporté, le Burkina Faso n'a pas un franc. Est-ce que la CEDEAO s'est plainte un jour du franc CFA qui siphonne toute la valeur ajoutée, c'est-à-dire que tout le produit du travail des pays, des populations, dans les pays dans lesquels on utilise le franc CFA, c'est siphonné par le franc CFA. La CEDEAO s'est déjà plainte? Elle a posé un problème aussi grave? Jamais. Non. La CEDEAO s'est-elle jamais plainte un jour de savoir pour quelles raisons des Burkinabés en 4 ans sous Sankara avaient réussi à retrouver la sécurité alimentaire et mangeaient ce qu'ils produisaient? Pour quelles raisons ils sont obligés aujourd'hui de tout importer? Pourquoi la CEDEAO ne pose pas les problèmes de fond? Je vous ai dit que toute société dans l'histoire de l'humanité se crée pour satisfaire à 5 besoins fondamentaux. Vous avez entendu la CEDEAO se poser la question de savoir si les Burkinabés sont tous logés, si les Burkinabés se soignent tous, s'ils s'éduquent. Serait-ce donc la raison pour laquelle les manifestants se sont érigés un peu partout dans la capitale Ouagadougou pour empêcher la mission de la CEDEAO? Parce que si quelqu'un ne se soucie pas de vous, je ne comprends pas très bien pourquoi vous le recevez. Il ne se soucie pas de vous. Il se soucie d'une autre chose, qui est justement le narratif européen et occidental français, qui consiste à maintenir la domination de la France, de l'Occident sur l'Afrique. Alors pourquoi vous voulez qu'on reçoive des gens comme ça, alors que justement, je vous l'ai dit dès le départ, le peuple burkinabé est dans une recherche, certes confuse encore, mais qui a des objectifs clairement perçus, identifiés. Sa liberté, sa dignité, sa souveraineté, son droit à la richesse et le contrôle de son territoire. Voilà ce que ces gens-là recherchent. Et ils ne sont pas contre quelqu'un. Ils sont pour ces choses que j'ai identifiées, la satisfaction de ces 5 besoins fondamentaux et qui passent donc par cet ensemble de choses que je viens d'énumérer aussi. C'est tout. Alors que si la CEDEAO vient avec un discours qui vise à les empêcher de satisfaire ces besoins, de les plonger dans une nouvelle crise, c'est normal qu'ils ne reçoivent pas les gens de la CEDEAO. Alors, nous allons poursuivre l'entretien, mais alors je vais vous poser cette question. Arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, le président par ailleurs du MPSR, Mouvement Patriotique pour la sauvegarde et la restauration au Burkina Faso, a dit qu'ils vont faire en 3 mois ce qui n'a pas pu être fait en 8 mois. Est-ce que vous croyez en cela? C'est pas une question de croyance. Nous les Africains, nous ne croyons pas. Quand un Africain se met à croire, il n'est plus africain. Depuis l'Égypte antique, quand les Grecs sont arrivés, ils ont commencé à poser la question à nos savants, en leur disant, il faut croire. Non, nos savants leur ont répondu et ils répondaient à Solon. Solon, nous ne croyons pas, nous savons. Nous en Afrique, on ne croit pas, on sait. Soit on sait, soit on ne sait pas. Et ce que je sais, c'est que ces gens qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui au Burkina Faso, les nouvelles autorités du Burkina Faso, oui, avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, oui, ce sont des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent les problèmes de leur pays mieux que nous tous. Il n'y a pas un seul Africain en dehors du Burkina Faso qui devrait prétendre avoir une meilleure connaissance des problèmes du Burkina Faso que les Burkinabés eux-mêmes, oui, et qui devrait prétendre leur donner des leçons, comme j'en ai entendu quelques-uns leur donner des leçons. On se souvient d'ailleurs qu'au Mali, il y a le président ivoirien qui avait pu donner des leçons à tout le monde. Mais je ne sais pas si, si c'était une bonne chose. Donc, il ne faut pas du tout donner des leçons à ces gens-là et prétendre mieux connaître ou bien connaître leur situation mieux qu'eux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont des raisons pour lesquelles ils le disent. Mais quand vous êtes un gestionnaire, quand vous gérez des choses, vous devez fixer des objectifs tellement élevés que cela vous permet d'aller le plus loin possible. Si vos objectifs ne vous font pas peur, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez élevés. Donc, il n'est peut-être pas sûr qu'en 3 mois, ils régleront le problème, mais au moins, ils ont fixé un cap. Ils ont fixé des objectifs. Et ils veulent nous dire par là qu'ils vont s'organiser pour faire quelque chose de précis et de concret. Et ces objectifs-là, si par exemple, ils les atteignent 6 mois après, c'est une très bonne chose. La seule fois où de tels objectifs ont été atteints en Afrique, c'était en RCA avec les Russes, oui, qui sont arrivés, ils ont dit au président Touadéra,
on va sécuriser le pays en 23 mois. En 22 mois, c'était fini et contrôle 97% du territoire. Oui. Donc, il est possible que ces gens-là puissent le fassent. Peut-être qu'ils feront plus que 3 mois. Peut-être même qu'ils vont faire moins de 3 mois. Qui sait? Alors, que pensez-vous de ceux qui assimilent le capitaine Ibrahim Traoré à Thomas Sankara? Je pense que le grade et l'âge font que les gens les rapprochent. Sankara avait à peu près, je crois, 33 ans. Et 33-34 ans, je crois. Et Ibrahim Traoré a le même âge et le même grade. Donc, il est compréhensible que les gens les rapprochent. Mais surtout, c'est une manière de lui rappeler ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est l'esprit Sankara. On attend de lui qu'il accomplisse ce que Sankara avait promis aux Français. Vous tuez Sankara aujourd'hui, il y aura des milliers de Sankara demain. Et c'est ce que le peuple lui a dit dans les rues de Ouagadougou. Vous êtes capitaine, vous avez 34 ans, vous êtes exactement comme l'était Thomas Sankara. À vous de nous prouver que nous n'avons pas eu tort de vous soutenir. C'est ce que le message que le peuple lui a envoyé. Donc, Sankara, ce n'est pas seulement un homme. Sankara, c'est un idéal, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. C'était également pour lui dire, Sankara, c'était la frugalité. N'allez pas vous embourgeoiser. N'allez pas prendre pour vous les ressources du pays pour devenir un président riche, pour rentrer dans le syndicat des chefs d'État. Développer le pays, sécuriser. Il faut également rappeler que pour cette transition, l'un des défis majeurs, ce sera le défi sécuritaire, parce qu'il y a les djihadistes qui font le one-man show. Il n'y a pas de djihadistes au Burkina. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non. Il n'y a même pas de djihadistes en Afrique. Vous en êtes convaincu? Je ne suis pas convaincu. Je vous ai dit que chez nous, on ne croit pas. Les Africains ne sont pas des croyants. Ce sont des savants. Ils savent ou ils ne savent pas. Ils ne sont pas là pour croire. Celui qui croit, ça veut dire qu'il ne sait pas. Il suppute, il spécule. Nous, en Afrique, on sait. Ces gens-là, qui sont dans le Sahel, ont dit eux-mêmes, vous trouverez ces vidéos sur YouTube. Ils ont dit qu'ils sont des mercenaires et ils ont dit qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Donc on ne peut pas à la fois dire qu'ils sont des djihadistes et eux-mêmes vous dire je ne suis pas djihadiste, je suis mercenaire. C'est des mercenaires, ce n'est pas des djihadistes. Et le djihad, c'est la guerre sainte chez les musulmans. Vous avez entendu ces gens-là qui criaient Allahu Akbar, ça ne les intéresse pas, c'est pas pour ça qu'ils sont là. Vous les avez déjà entendu construire, déjà vu construire des mosquées, ça ne les intéresse pas. Vous les avez déjà vu distribuer les Corans, ça ne les intéresse pas. C'est pas pour ça qu'ils sont là. Ces gens sont là parce qu'ils sont des mercenaires qui sont payés pour entretenir le chaos et l'insécurité dans ces pays du Sahel afin de maintenir la mainmise et la domination française et européenne, occidentale, sur cette zone. C'est tout. Ils ne sont pas des djihadistes, ils ne sont pas dans une guerre de religion. Ces gens, ils s'en foutent royalement. Ils sont là dans une guerre géopolitique et ils sont simplement des employés qui sont payés. C'est des mercenaires, c'est tout. Ok, puisque nous sommes en train de parler de mercenariat, nous allons embrayer sur cette autre question, mais nous restons toujours dans la sous-région ouest africaine. Nous savons qu'actuellement, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les relations ne sont pas au beau fixe. Il y a une réelle tension entre les deux, parce que depuis le mois de juillet, le 10 juillet dernier, Bamako détient jusqu'ici 46 militaires ivoiriens en considération des 3 soldats qui ont été libérés début septembre. Alors, comment concevez-vous cette situation? D'abord, il n'y a pas de problème entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Vous estimez? Je vous dis encore que nous en Afrique, on ne croit pas, on ne fait pas des estimations. Soit on sait, soit on ne sait pas. Il n'y a aucun problème puisque tous les jours, les gens vont de la Côte d'Ivoire au Mali. Et du Mali à la Côte d'Ivoire. Ils font leur commerce, font le transhumance, ils montent, ils descendent. Vous comprenez? Ça, c'est le peuple. Donc, on ne parlerait pas ici de le peuple, non, attention, on peut en parler. Mais je suis en train de vous dire que le peuple ne se sent pas concerné par ces inepties. Parce qu'ils se marient tous les jours, ils échangent tous les jours, ils font du commerce, ça ne les intéresse pas. Le problème qu'il y a, c'est entre des leaders vendus aux Occidentaux. Pardon? J'ai parlé français, je n'ai pas parlé Bassa ou Wundo, ou je sais pas moi, Fali. Des leaders vendus aux Occidentaux qui dirigent la Côte d'Ivoire et des leaders vendus à la cause africaine et aux intérêts des Africains qui dirigent le Mali. Voilà là où se trouve le problème, là où se trouve la divergence. Et donc, il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Pas du tout. Et il se trouve que, sans d'ailleurs
sans d'ailleurs le fait que les peuples continuent de s'entendre et d'échanger, la crise économique qu'il y aurait dans cette région-là serait tout simplement insupportable. Oui. Voilà, c'est tout. Alors, ce lundi, une mission de la CEDEAO s'est rendue au Mali pour rencontrer le leader Assimi Goïta dans l'optique d'obtenir la remise en liberté de ses soldats. Alors, pensez-vous que Assimi Goïta va accepter? Je ne suis pas dans son esprit, mais je crois qu'il s'est exprimé clairement là-dessus. Une fois encore, je vous dis, nous les Africains, c'est les faits. On ne spécule pas. Assimi Goïta leur a dit, si vous pensez que ces gens-là ne sont pas des militaires, prouvez-le. Qui étaient en mission clandestine, prouvez-le. Oui. Ils n'ont pas pu le prouver. L'ONU a voulu s'en mêler, on a remis l'ONU à sa place et depuis vous entendez que le secrétaire général de l'ONU ne parle plus. Il ne s'en mêle plus. Oui. Parce qu'il a très bien compris qu'il risque d'être entraîné dans une affaire dont il ne pourra pas s'en sortir. Aujourd'hui, vous avez 46 mercenaires qui ont été envoyés là-bas au Mali, venant de la Côte d'Ivoire, et clairement le président ivoirien reconnaît c'est lui qui les a envoyés. Oui. Ils étaient 49, et le Mali qui essaie de promouvoir des valeurs africaines que nous avons tous perdues, Oui. a quand même, pour des raisons humanitaires, renvoyé 3 femmes qui étaient dans ce contingent. C'est un acte, c'est une preuve de bonne volonté. C'est-à-dire que le Mali veut une résolution rapide, fraternelle de ce problème, bilatéral. Mais ceux qui sont vendus à d'autres intérêts que les intérêts des Africains estiment qu'ils doivent bomber le torse et que comme toujours, comme ils croient que leurs mandataires, eux, ils parlent toujours de force. On ne sait même pas de quelle force ils parlent. Eux aussi vont hausser le ton et parler fort. Bon, très bien. Le Mali a répondu. Le Mali a dit, ces gens-là, pour nous, c'est des bandits. Et les bandits, on les juge dans nos tribunaux. C'est tout. Maintenant, à vous de voir. Oui. Si vous voulez qu'on les juge dans les tribunaux, ils diront au monde entier ce que vous ne voulez pas qu'ils disent. Alors, comment avez-vous trouvé cette proposition du colonel Assimi Goïta à la présidence ivoirienne, celle d'une contrepartie? S'il voulait, par exemple, qu'on libère les 46 militaires, il faudrait que les Ivoiriens livrent aux Maliens les exilés politiques. Non, les Ivoiriens ne livrent pas. Parce que ça encore, c'est le narratif ivoiro de la présidence ivoirienne et des Occidentaux. Les Ivoiriens ne livrent rien du tout. Ces gens-là sont poursuivis au Mali. Oui. Ça s'appelle pas... Parce que livrer, c'est comme si vous allez vendre des gens. Ils ont payé d'extradition. Voilà. Utilisons les termes qu'il faut. Ces gens doivent être extradés. Oui. Ça veut dire que ces gens sont exactement comme le Mali dit. Si vous ne voulez pas du tout qu'on règle le problème sur le plan bilatéral, vos 46 militaires bandits là, ils vont passer en justice. Aussi simple que ça. Et donc, mais on peut régler les problèmes au niveau diplomatique, au niveau des instances dirigeantes. Oui. Vous extradez, vous permettez l'extradition d'un certain nombre de Maliens recherchés par la justice malienne, et nous on vous remet vos soldats. Avec l'idée que nous on sait quand même pourquoi ils étaient là, et on a les preuves de ce pourquoi ils étaient là. Donc ça permettra peut-être que vous restiez tranquille à l'avenir, et que la paix puisse régner dans la sous-région. Donc ils se sont exprimés. La Côte d'Ivoire n'a pas du tout envie, parce que ces gens-là qui sont la Côte d'Ivoire et ses mandataires occidentaux ne le veulent pas, parce que tous ces Maliens qu'on recherche, on sait très bien que c'est des fauteurs de troubles. Et qu'ils ont des connivences qu'il faut établir au Mali et qui vont permettre d'avancer dans la voie de la sécurisation du Mali. Alors, ce qui veut dire, vous épousez l'idée selon laquelle Alassane Ouattara a envoyé ses soldats en Côte d'Ivoire dans l'optique de déstabiliser le pays, au Mali dans l'optique de déstabiliser le pays. Je n'épouse rien du tout, c'est les faits. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas une déclaration que je fais. Ce n'est pas moi qui le dis, donc je n'ai pas à épouser quelque chose. Je constate, comme tout le monde, à la suite de tout ce qui a été mis comme information sur la place publique, à la suite de ce que l'ONU a déclaré, à la suite de ce que le contingent allemand a déclaré, que ces gens-là étaient là dans une mission clandestine, c'est tout. Donc moi je n'ai pas à épouser quelque chose, j'ai à le constater.
D'accord, docteur. La médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire continue de piétiner, laquelle est d'ailleurs tenue des mains du président Faure Gnassingbé du Togo. Alors, cependant, Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, ayant constaté cela, s'est proposé à la présidence de la République ivoirienne pour aller rencontrer le président Assimi Goïta, président de la transition d'ailleurs. Jusqu'ici, il n'a pas encore reçu une réponse favorable. J'aimerais vous poser cette question, docteur. Que craint Alassane Ouattara par rapport à cette proposition? Ben, il craint que deux leaders qui ont dédié leur vie à la défense des intérêts des Africains ne se rencontrent. Mais pensez, la rencontre entre Laurent Gbagbo et Assimi Goïta, mais c'est la rencontre de deux personnalités très appréciées des Africains et qui ont démontré qu'elles œuvrent en tout temps et en tout lieu uniquement pour la défense des intérêts des Africains. Donc, celui qui a été vendu à des intérêts étrangers et pilleurs de l'Afrique aura forcément du mal à accepter leur rencontre, tout simplement. Et or, un ancien, un aîné comme Laurent Gbagbo qui se propose pour ce genre de choses, veut simplement éviter la honte à son pays. Il veut éviter la honte à son pays et il estime que ce genre de choses, selon la sagesse africaine, ne se gère pas en bombant le torse, en menaçant les autres. Ça se gère en discutant. Alors, pour des raisons politiques, ne pensez-vous pas que Alassane Ouattara a raison en refusant peut-être ou alors en réfléchissant encore pour longtemps avant de donner une quelconque réponse? Quand on a une petite personnalité, on est dans ce genre de raisons politiciennes. Mais quand on est un homme un peu plus grand, on ne réfléchit pas comme ça. Parce que la Côte d'Ivoire est beaucoup plus grande que tous les deux. Oui. Et donc, quand on pense à la Côte d'Ivoire, on facilite rapidement ce genre de choses. Mais quand on est petit et qu'on ne pense qu'à soi, il est clair que on hésite, peut-être qu'on ne donnera même pas de suite favorable à ce genre d'initiative. Ok, explorons maintenant cette repente de l'émission. Il s'agit ici de l'intervention du Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga du Mali à la 77e édition ou alors session ordinaire de l'Assemblée nationale des Nations. L'Assemblée générale. Ok, vous qui avez regardé religieusement cette intervention, comment l'avez-vous trouvé? Était-il suicidaire ou salutaire pour son pays ou même pour l'Afrique? Je vous ai dit que nous, les Africains, ne sommes pas religieux. Nous ne croyons pas. Vous n'êtes pas religieux, vous? Les Africains, les vrais, ne croient pas. Ils ne sont pas dans la croyance. Ils sont dans le savoir. Dans le savoir. Voilà. Donc, je n'ai pas écouté ça religieusement. J'ai écouté ça attentivement. Et votre question m'intrigue un peu parce que tous les Africains devraient faire devraient applaudir ce qui a été dit. Vous estimez que tout le monde devrait penser comme vous? Encore une fois, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas d'individus chez nous. Le mode de fonctionnement africain n'est pas comme ça. Il s'agit de la pertinence, de la cohérence et de la logique, point. Si c'est pertinent, si c'est cohérent, si c'est logique. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent individuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que la logique ne va pas avec tout le monde. Je vous répète donc que si quelqu'un ne peut pas être logique, il n'est pas un être humain. Oui. Pour nous les Africains, vous devez être cohérent, vous devez être logique, vous devez être pertinent. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ou ni l'une l'autre chose, vous ne pouvez pas, les Africains vous regardent du coin de l'œil. Ce qui s'est passé à la 77e Assemblée Générale de l'ONU n'est pas différent de ce qui s'était passé en 52 quand Oumyobé y était, n'est pas différent de ce que faisait Fidel Castro, n'est pas différent de ce que les Kadhafi à un moment donné disaient ou d'autres leaders africains comme les Bouganda, etc. Oui. Il se trouve tout simplement que les Africains, la classe moyenne africaine a un sérieux problème aujourd'hui. Elle est tellement occidentalisée et européanisée qu'elle a du mal à percevoir les vrais enjeux de l'Afrique. Ce n'est pas parce que vous avez un salaire à la fin du mois que votre continent, lui, il est libre. Ce n'est pas parce que vous avez un poste sur le continent ou quelque part que votre continent, lui, il est libre. Ce n'est pas parce que vous gagnez de l'argent, vous construisez des maisons, vous achetez des voitures, que votre continent est libre. D'ailleurs, de tout ce que vous utilisez là, qu'est-ce qui est fabriqué chez vous? Vous êtes simplement un esclave qui consomme, c'est tout. Et je pense que ce que le Premier ministre malien a fait, c'était de rappeler les fondamentaux à un certain nombre de personnes. Un, que des fonctionnaires internationaux ne sont pas des hommes d'État, et donc que le secrétaire général de l'ONU doit se mettre à sa place, qui est la place d'un fonctionnaire, pas plus que ça. Deux,
que les Africains doivent revenir à leurs valeurs traditionnelles. On ne s'insulte pas en public, on se parle. Et 3, que ceux qui sont en Afrique pour servir les intérêts des non-africains devraient avoir honte. Les Africains devraient être là pour servir les intérêts des Africains. Et 4, que l'Afrique est ouverte à tout le monde. L'Afrique, malgré les critiques, malgré le fait que les gens sont à la recherche de leur initiative historique et du redémarrage de leur force productive, oui, les Africains ne sont pas contre les gens. Les Africains sont pour eux. Après, si les autres sont sur leur chemin, c'est-à-dire dans leur pays, dans leur territoire, oui, il peut y avoir des problèmes parce que les Africains, eux, ils ne sont pas dans les territoires des autres. Les Africains, eux, ils ne sont pas en Europe, en train de piller l'Europe. Ils sont en Afrique. Et ils disent, mais nous sommes chez nous, nous ne sommes pas chez vous, pourquoi vous ne vous occupez pas de chez vous? C'est tout. Et le colonel a rappelé les résultats qu'il a pu obtenir, qu'ils ont pu obtenir dans leur pays, montrant par là que quand les Africains prennent les choses en main, oui, ça va beaucoup mieux pour l'Afrique. Tout simplement. Et il a remercié les partenaires qui, eux, ne viennent pas piller l'Afrique, ne visent pas à dominer l'Afrique, ne chantent pas partout que l'Afrique est leur avenir, oui, mais des partenaires qui ne sont pas arrivés ici en bombardant et des partenaires fiables qui apportent le soutien qu'il faut. Il les a remerciés. Ce qui est une attitude normale. Quelqu'un qui vous a aidé, vous devez lui dire merci. Vous devez le remercier. Je rappelle qu'il est allé jusqu'à qualifier les autorités françaises de junte française. À côté de cela, il a qualifié, il a dit que le président actuel au Niger, Mohamed Bazoum, n'est pas de nationalité nigérienne. Est-ce que cela n'est pas de nature... Vous n'avez pas compris l'allusion, c'était pas ça. Il disait que quand on est nigérien, oui, on se comporte d'une certaine façon. Si vous ne vous comportez pas comme ça, ça veut dire que vous êtes en dehors de la culture nigérienne. Sauf que ce n'est pas la même perception que tout le monde a. Ben, les gens peuvent avoir la perception qu'ils veulent, mais c'était ça l'élément, la version, c'était ça la perspective de base. Oui. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une culture au Niger, et cette culture interdit l'insulte publique. Si vous ne pouvez pas vivre selon cette culture, ça veut dire que vous n'êtes pas nigérien. Ça n'a rien à voir avec sa nationalité, il s'en fout. Ça n'intéresse pas le Premier ministre du Mali. Ce qui l'intéresse, c'est comment les peuples du Niger et les peuples du Mali, qui sont des peuples frères, vont continuer à vivre. Alors, parce que tous les jours... Vous voulez dire que toutes les autorités nigériennes sont passées à côté de la plaque par rapport à la... Pourquoi vous croyez que c'est impossible? Les gens peuvent être tellement gonflés d'orgueil et de ressentiment qu'ils oublient simplement de penser à la chose la plus simple. La chose la plus simple, et reprenez le discours du Premier ministre malien, oui, il a commencé par dire nous avons une culture, nous avons des traditions. Justement. Alors quand je parle des traditions, est-ce que je suis en train de parler de votre nationalité? Je suis en train de vous dire que nos ancêtres vivent de cette façon-ci, et que si vous ne vous vivez pas de cette façon-là, vous n'êtes pas digne de nos ancêtres, et vous n'êtes donc probablement pas de là. Et je crois que vous savez, je vais vous dire. Oui. Quand il dit, vous parlez de la junte, qu'est-ce qu'on appelle une junte? On vous écoute. Le problème, c'est que quand vous reprenez le narratif européen et le narratif français particulièrement, une junte, c'est un groupe de militaires qui dirigent un pays. C'est pas forcément comme ça qu'on définit une junte. Une junte, c'est un groupe de personnes, oui, qui se fourvoient, qui font ce qu'on appelle du parjure. Quand vous êtes à la tête des affaires, oui, vous parjurez en ne défendant pas les intérêts du peuple qui vous a mandaté. Ça s'appelle une junte. Oui. Ça veut dire que vous prenez en otage le peuple que vous êtes censé défendre. Donc, si on part du principe que le peuple français s'appuie, s'organise autour de sa devise égalité, liberté, fraternité, oui, comment comprendre que des dirigeants de ce pays-là n'acceptent pas l'égalité avec les autres pays, la liberté des autres pays, la fraternité avec les autres pays? Si vous refusez ça, vous êtes une junte. Ça veut dire parce que vous parjurez, vous faites quelque chose qui est contraire à vos valeurs, à votre propre devise. C'est ça qu'on appelle une junte. Mais on parle français. C'est pas moi, je suis pas français. Faut pas que je commence à expliquer aux gens les choses basiques en français. Voilà comment ça se comprend. Et donc, du coup, j'ai entendu des réactions qui venaient de partout, de la France, d'Afrique, des gens qui croient qu'ils aiment trop la France en Afrique. Alors que si on creuse bien, c'est pas tout à fait ce qu'ils font au quotidien. Vous expliquez peut-être bien, mais je suis persuadé de vous dire que tout le monde ne le perçoit pas de la même manière. Malheureusement, la vérité n'est pas un million de choses. Vos éléments de langage ne peuvent pas faire l'unanimité. Non, je n'ai pas d'éléments de langage. Oui. La lumière qui est là, en face, qui m'éclaire. Oui. Vous êtes libre d'accepter qu'elle est
une lumière qui m'éclaire ou une lumière qui ne m'éclaire pas. Oui. Vous pouvez penser qu'elle est blanche ou elle est jaune, elle est verte, elle est rouge. C'est votre problème. Mais la vérité est que cette lumière a un spectre précis et bien connu. Et si vous ne dites pas ce spectre-là, oui, cette fréquence-là, tout le monde saura que vous ne dites pas la vérité. Et je vous dis, ce qu'on appelle une junte, oui, c'est ça en politique. Et ce que le Premier ministre veut dire, c'est simplement que il y a un problème qu'il croit constater, c'est que ceux qui dirigent la France ne la dirigent plus conformément à la devise de la France, conformément donc à toute cette tradition. Rappelez-vous qu'il a parlé des Lumières. Oui. Alors, mais vous allez chercher des choses où... On poursuit. Alors, puisqu'on dit toujours que le linge sale doit être lavé en famille, est-ce que la tribune des Nations Unies était le lieu indiqué ou par excellence pour titiller ses pairs, pour titiller ses frères africains, puisque rappelez-vous également qu'il a parlé du 3e mandat mitigé du président Alassane Ouattara. Est-ce que c'était le lieu indiqué? Cette affaire-là, moi je ne comprends pas. Vous avez posé cette question au président Macron, qui a tensé le président Poutine pendant... Puisque là nous parlons de la culture africaine. J'arrive à quelque chose. Oui. Ah, finalement vous revenez à la culture africaine. Enfin vous y revenez. Il dit, il y a des choses... il n'avait aucun linge. Puisque ce qu'il a dit là, le Mali l'a déjà dit à tout le monde. Oui. C'était pas la première fois que le Mali disait que les militaires ne seront pas candidats aux élections, oui, que le 3e mandat est un problème. Est-ce que c'était la première fois qu'il le disait? Il rendait compte de la position du Mali sur un certain nombre de choses. Mais en titillant la Côte d'Ivoire. Il n'a titillé personne. Il a simplement donné des exemples. Oui. Donner un exemple n'est pas titiller quelqu'un. Okay. Si vous dites qu'il y a des peuples qui ont commis des génocides, oui, dans le monde, et que vous dites que la France a commis un génocide en Afrique, ce n'est pas titiller la France. Et a commis un génocide au Cameroun ou au Rwanda, ce n'est pas provoquer un génocide au Rwanda et a commis un génocide au Cameroun, ce n'est pas du tout titiller la France. C'est une chose vraie, historique. Ça n'a rien à voir. Bon, donc, il faut comprendre que si pour une fois quelqu'un rappelle à tout le monde les choses simples qui devraient être celles de la vie politique, pourquoi ça dérange les Africains? Pourquoi ça dérange? On devrait être plutôt content de dire, voilà quelqu'un qui rappelle les fondamentaux, ce qui est basique, mais que personne ne veut respecter. Si vous avez une constitution, oui, qui dit que vous n'avez pas à avoir un 3e mandat, mais refaire cette constitution est quelque chose d'inacceptable. Oui. Dans un pays sérieux, quand vous faites ça, normalement, ça s'appelle, c'est-à-dire que vous avez, c'est un coup d'État. Ça s'appelle, en droit constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Oui. Donc, qui n'est pas très différent du coup d'État militaire. Donc, il faut simplement rappeler aux gens les choses basiques qu'ils doivent respecter. La constitution ou la loi, c'est quelque chose d'important. C'est tout. Alors, avançons très rapidement avec cet entretien puisque nous allons presque à la fin. Toujours à l'occasion de cette 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, il s'est tenu un sommet extraordinaire de la CEDEAO au nom pour sanctionner le Mali et la Guinée. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment est-ce que des Africains peuvent aller sur un sol occidental pour prendre des décisions? Parce qu'ils sont simplement des aliénés. Lorsque vous êtes sous le coup, sous la domination d'un peuple, lorsque vous subissez l'aliénation, la domination, le pillage, la colonisation d'un autre pays, vous vous comportez comme ça. Vous pensez que les Asiatiques peuvent organiser un sommet qui les concerne en Amérique ou en Europe, en dehors de chez eux? Vous pensez que les Asiatiques peuvent faire ça? Quoi que les Arabes peuvent faire ça? Les gens du Golfe Persique là. Vous croyez qu'ils peuvent faire ça? Quoi que les Européens peuvent faire ça en Afrique? Impossible. Donc, vous avez des gens qui sont des aliénés, qui sont des personnes dont l'impact, qui subissent avec gravité l'impact de la colonisation, oui, et ils se comportent donc de cette façon-là. Voilà la raison pour laquelle, je vous disais au début de cet entretien, oui, que tout ça, c'est une recherche confuse. Vous avez sur le continent, c'est-à-dire ce que les peuples font. Ce que par exemple, le peuple burkinabé se lève pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Mais tout ça, c'est la recherche confuse de notre dignité. Là, vous allez faire ce genre de choses en Amérique, vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Mais est-ce que nous allons pour autant faire comme si ces gens-là étaient dans leur état normal et les juger? Non, nous ne pouvons pas les juger. Ils n'étaient pas dans leur état normal. Ils ne sont pas dans leur état normal.
Ce sont des personnes aliénées. Espérons tout simplement qu'avec le temps, des gens qui résistent à cette aliénation-là vont prendre le pouvoir en Afrique. Et quand ils auront pris le pouvoir en Afrique, ils vont pouvoir désaliéner le continent. C'est l'objectif du mouvement des 10 000 élus panafricanistes que nous avons lancé il n'y a pas longtemps. Et qui est censé, qui a une seule mission, prendre le contrôle politique du continent pour pouvoir désaliéner le continent et instaurer un dialogue nouveau avec tous les partenaires anciens et nouveaux du continent. C'est tout. Alors, vous parlez du dialogue, nous allons sortir maintenant avec cette dernière question, peut-être. Samedi dernier, le dialogue national, pardon, au Tchad a rendu sa copie. Il en ressort que le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, le fils du maréchal de regrettée mémoire, aura encore 24 mois maximum pour gérer la transition, avec la possibilité de briguer la magistrature suprême. Alors, pensez-vous qu'avec cela, il pourra encore laisser le pouvoir? Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont livrés aux intérêts étrangers et il y en a qui sont livrés aux intérêts de leur pays. Vous voyez la différence? Est-ce qu'au Mali, vous entendez le gouvernement de transition dire que ceux qui dirigent cette transition aujourd'hui auront la possibilité de se présenter aux élections de 2024? Pas du tout. Donc, vous devez, et je vous ai dit, restons sur les faits. Nous, les Africains, on n'est pas sur les croyances, c'est sur les faits. Donc, vous avez là, d'un côté, ceux qui pensent qu'il faut respecter certaines choses, et d'autres qui se comportent comme ils peuvent se comporter, tout simplement. Donc, et je ne sais pas, compte tenu des difficultés, de tout ce qu'on a vécu en N'Djamena, je ne sais pas si on appelle ça un dialogue. Je ne sais pas s'il y a eu un vrai dialogue. Qu'est-ce qui a empêché nos frères tchadiens de discuter entre eux? On le saura probablement un jour. Mais il est important qu'ils discutent. Il est important qu'ils s'entendent. Il est important que tout le monde sache que le Tchad, il n'y a personne à qui le Tchad appartient. Il faut que certains sachent aussi qu'on n'a pas à faire de récrimination à l'infini pour ceux qui ont géré le Tchad hier. Ils ont géré le Tchad, une famille a géré le Tchad, quelqu'un a géré le Tchad, ok. Mais ils doivent s'entendre pour construire un Tchad nouveau. Parce que chaque fois qu'un pays africain atteindra ce niveau-là, où les fils s'entendent pour construire quelque chose de nouveau, croyez-moi, nous aurons gagné un pan de notre liberté continentale. Parce que chacun de ces pays-là constitue un membre de l'organisme africain. Donc, nous devons à chaque fois soutenir tout ce monde et dire à nos frères tchadiens qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et que bien faire, c'est ça qui permettra de nous relever. Et qui permettra donc les synergies qui peuvent se mettre en place au niveau africain. Et ce sont ces synergies qui nous aideront à nous libérer définitivement, à conquérir notre souveraineté et enfin accéder à la richesse à laquelle nous avons droit, grâce à nos ressources. Merci, docteur Yam Timba. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de 7 minutes pour convaincre. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ben, je vous en prie, c'était un plaisir et merci à vous. À vous, chers téléspectateurs, vous êtes disséminés à travers l'Afrique et vous nous regardez sur le satellite Amos 17. Vous avez également pris la peine de télécharger l'application Afrique Inform TV sur Play Store pour ne pas seulement regarder cette émission, mais tous nos différents programmes sur Afrique Inform Télévision. C'était bel et bien le docteur Dominique Yam Timba, analyste économique et spécialiste des questions géopolitiques. Nous avons exploré la crise politico-militaire et diplomatique dans la sous-région Afrique de l'Ouest et nous avons fait un petit détour en Afrique centrale avec le cas du Tchad où la transition aura encore jusqu'à 2 ans et avec une possibilité pour le président de transition actuel de briguer la magistrature suprême. Restez en compagnie de nos programmes, c'est avec le même plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. À très bientôt.